Nous remercions une fois de plus Mère Agnès Mariam Delacroix de profiter de son voyage, ses visites dans différents pays d'Europe, ses négociations, ses présentations de la situation des chrétiens d'Orient dans différents pays d'Europe, pour faire une escale à Paris et à chaque fois prendre le temps de tenir une conférence pour que les Français soient informés de la réalité de la situation du Proche et du Moyen-Orient, l'important, l'essentiel étant que nous ayons une autre information que celle des médias mainstream, de la désinformation, pourrait-on dire, devrait-on dire, qui se fait de façon constante dans les grandes télévisions, les grands journaux, les grands magazines à propos de la situation du Proche et du Moyen-Orient. C'est important aussi d'entendre à ce sujet, non pas des Français prétendant connaître la situation vécue au Proche et au Moyen-Orient, mais des gens qui vivent sur place. Mère Agnès Mariam Delacroix est un témoin, on ne dira pas privilégié compte tenu de la situation, mais un témoin de premier plan. Elle vit à la limite du front des combats, et donc elle connaît beaucoup mieux que bien des présentateurs de télévision ou des géopoliticiens qui nous parlent de sujets. Elle connaît la réalité, et une fois de plus, elle va nous informer des éléments non seulement du vécu quotidien, mais aussi du contexte géopolitique qui permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas une simple redite de la conférence qu'elle avait fait pour nous il y a quelques mois, c'est une remise à jour des informations et une remise dans un contexte beaucoup plus général du remodelage du Moyen-Orient. Merci encore, Mère Agnès Mariam Delacroix, de faire cette conférence pour les Français qui se préoccupent de la situation des chrétiens d'Orient et de la situation vécue en Syrie. Merci. Là, je remercie Alain Escada pour son intérêt constant, pour les grandes questions qui secouent notre époque, et aussi pour sa solidarité avec les chrétiens d'Orient, et spécialement ceux de Syrie. Je vous remercie de votre présence, par la chaleur qu'il fait et aussi les vacances. Donc je suis vraiment touchée que vous m'accordiez un peu de votre temps. J'essaie de ne pas répéter ce que j'ai dit l'autre fois. Je reviens d'un voyage où je me suis arrêtée en Angleterre, en Écosse, à l'université St Andrews, là où le prince William a rencontré la princesse Kate. Et donc c'est une université de haut niveau. Il y avait un grand congrès sur la Syrie avec de grands experts. Je dois vous dire que les choses changent. Et plus vite chez nos voisins d'outre-mer, d'outre-Atlantique, d'outre-Manche, que chez nous, mais ça suivra, on va suivre. Et puis ensuite, j'ai été invitée par la fondation du Premier ministre espagnol José María Aznar à Madrid, aussi pour une conférence. Là, j'intervenais. Et aussi, nos amis espagnols changent beaucoup leur point de vue. Ils appellent la situation actuelle le désordre mondial. Vous voyez ? Je suis très confiante que le bon sens va, c'est-à-dire triompher. Il va gagner. D'abord parce que l'opinion publique n'accepte plus de se laisser avachir et d'avaler, n'est-ce pas, comme dans un entonnoir, tout ce qu'on leur raconte. Les Français sont les enfants d'une tradition prestigieuse, ce sont les fils et les filles des premiers baptisés en Europe, c'est-à-dire de saints.
Et tout ça, toute cette tradition ne peut pas s'évaporer comme ça pour des manœuvres politiques. Donc, le fond, l'essence du peuple français est toujours là et ça se manifeste, vous voyez. Et j'ai toujours dit que la France, à cause de cette place prépondérante dans l'histoire de l'Église, elle était appelée à devenir la lumière des nations. Elle est appelée à devenir la lumière, c'est-à-dire elle a toujours eu un rôle d'illumination. Donc j'ai beaucoup d'espoir et moi quand je vous c'est-à-dire partage ce que je suis en train de partager, je ne suis pas qui pour lancer des accusations et je ne veux pas être vindicative, mais il est vrai que nous vivons une situation extrêmement dangereuse, vous voyez. Moi j'ai vu des enfants qui avaient perdu leurs pieds, qui avaient perdu leurs mains, qui avaient perdu leurs yeux, j'ai vu des grands paralysés, des jeunes hommes de 20 ans, des jeunes filles de 20 ans paralysées, c'est-à-dire quadriplégiques, qu'il fallait alimenter avec la cuillère. Je vois tous les jours, et Sœur Carmel est avec moi, donc nous voyons tous les jours des misères, des drames, vous voyez, des tragédies. Et c'est pourquoi on parle. Sinon, vous n'avez jamais entendu parler de ça auparavant. Je m'occupais de spiritualité, je m'occupais de culture. Je ne m'occupais pas de la réalité changeante d'un peuple en détresse, vous voyez. Alors, le remodelage du Moyen-Orient, vous voyez, mon père, qui est palestinien, à cause d'un remodelage, il s'est retrouvé dehors de son pays, dehors de la Palestine, il a dû se réfugier au Liban. Bon, il y avait quelque chose de bien, il a rencontré ma mère, c'est comme ça que je suis née. Mais n'empêche que c'est un réfugié, il a passé toute sa vie en réfugié, alors que Nazareth, c'est à quelques 60 km de Beyrouth, c'est-à-dire 100 km de Beyrouth, on n'a jamais pu y accéder à travers le Liban. Ensuite, quand j'étais au Liban, il y a eu cette guerre terrible. Après avoir dépecé Chypre en 2 régions à base confessionnelle, on a jeté le feu aux poudres au Liban. Nous avons passé jusqu'à présent, nous passons des moments difficiles, après qu'il y ait eu tellement de bagarres et de meurtres et de drames, etc. Bon. Et puis maintenant, après le printemps arabe, ça frappe, l'ouragan frappe de plein fouet la Syrie. J'espère que ça n'aboutisse pas chez vous, vous voyez, c'est pas la guerre mondiale, mais ce sont des mini-guerres mondiales, vous voyez, des mini-guerres mondiales, ça fait aussi mal aux locaux, à ceux qui sont présents et qui doivent affronter, ça fait aussi mal qu'une guerre mondiale, parce que celui qui meurt, il meurt, celui qui est handicapé, il est handicapé. Donc, pourquoi je parle du remodelage? Parce que c'est quand même, vous voyez, c'est à cause de ce remodelage que vous avez aujourd'hui en Syrie près de 13 millions de personnes qui sont réfugiées. Ils n'ont pas de maison. Imaginez-vous, la France, 60 millions, imaginez-vous que 40 millions ou 45 millions sont sans maison. Qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez, c'est plus que les boat people. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, il y a des choses qui étaient dans l'autre conférence, donc ne m'en veuillez pas. Il y a même des choses que j'avais traduites en anglais pour mes conférences là, et donc ne m'en veuillez pas, je n'ai pas pu tout mettre à jour en français, mais voilà, je vais essayer de m'expliquer. Donc c'est votre communauté, vous la continuez. Nous avons des aspirants du Nigeria maintenant, ils veulent aller en Syrie, ils ne veulent aller nulle part, ils veulent venir en Syrie. Donc on sera 9 nationalités. Alors écoutez, nous, depuis le commencement de la guerre en Syrie, nous avons fait vraiment tout ce qu'on pouvait, devant Dieu et devant les hommes, pour aider la population en détresse, et notamment nos frères sunnites. Pourquoi? Parce que notre village est un village à majorité sunnite, 23 000 habitants, 500 chrétiens, et tout le reste, ce sont des sunnites. Et donc nous les avons toujours aidés. Okay? Je vous rappelle que notre monastère est une ligne de démarcation, et de plus en plus c'est une ligne de démarcation, parce qu'il y a la guerre à 1 kilomètre de chez nous entre l'armée syrienne et l'État islamique. Et donc nous avons reçu beaucoup d'obus. Voyez, les conséquences du conflit syrien, vous les connaissez.
Nous avons fondé le groupe international pour la réconciliation en Syrie qui a beaucoup fait, et c'est en vertu de cela que la réconciliation et moi-même nous sommes nominés pour le prix Nobel de la paix. Ce qui veut dire que quand même il y a des fruits qui sont visibles pour cela. Ça c'était en 2014. Alors regardez, ce que je voudrais aujourd'hui, n'est-ce pas, pour attirer votre attention, voir en quoi il y a eu manipulation médiatique. Parce que c'est en vertu de cette manipulation médiatique que nous avons pu arriver, je ne dirais pas les comploteurs, parce que tout souvent me dire, voilà, vous avez le complexe du complot, je ne sais pas comment on l'appelle, conspirationniste. Je dis que les architectes du chaos et du remodelage n'ont pu parvenir à ce qu'ils font maintenant que parce qu'ils ont commencé en petit à mentir. On ment, on ment, on ment, on ment, on ment, et puis ça y est, ça a pris. Vous voyez ? Et je voudrais vous montrer, d'après mon expérience, petit exemple de mensonge médiatique. Donc, vous voyez, ça a commencé, ces manifestations ont commencé à Daraa. Et qu'est-ce que c'est que ce printemps arabe? Parce que jusqu'à présent, il y a les théorisateurs du printemps arabe. Mordicus, il répète la même chose depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'il y ait déjà l'État islamique, qu'il n'y ait plus un seul démocrate qui parle au nom de la révolution, peu leur importe. Eux, ils ont avalé le disque et puis ils le répètent comme des perroquets parce que c'est tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce que c'est que le printemps arabe si on fait une rétrospective au bout de 4 ans? Ce sont des frères musulmans. Quand je dis frères musulmans, je ne parle pas des musulmans. Les frères musulmans, c'est un parti. Vous voyez? C'est une idéologie. C'est comme si on disait les démocrates ou les travailleurs. Vous voyez, par exemple, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça en Amérique, les libéraux, voilà. Donc les frères musulmans ou des salafistes sont aidés par l'Occident. Il y a quelque part une très grande alliance sous la table. Ils prétextent que le régime est dictatorial. Ils le prétextent que ça veut dire. Il est dictatorial, mais ils prennent cela pour prétexte afin de faire quelque chose. Voyez, et que le peuple a besoin de démocratie. De plus, ils disent qu'ils sont la majorité, parce que les sunnites sont la majorité. Mais les sunnites ne sont pas des frères musulmans. Mais comme ce sont des frères musulmans, ils disent il y a un régime qui est dictatorial et le peuple qui veut la démocratie. Donc nous avons droit au pouvoir et c'est le pouvoir effectivement qu'ils cherchent, mais par tous les moyens. Vous voyez ? Alors, les questions fondamentales. Comment des islamistes peuvent-ils réformer une société millénaire? Je vous rappelle que Damas, c'est la plus ancienne capitale habitée au monde et que ça remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc, comment peuvent-ils réformer une société millénaire basée sur le pluralisme et habituée au sécularisme? Comment peuvent-ils le réformer? Comment un régime islamiste peut-il garantir le pluralisme si, dès le départ, il présente un modèle de société exclusivement islamique? Vous voyez? Et que faire du reste de la population non seulement qui n'est pas islamiste, elle n'appartient pas aux frères musulmans, mais qui n'est même pas musulmane? On rétorquera, les sunnites sont la majorité et ils ont le droit de gouverner. Mais si les sunnites forment la majorité, tous les sunnites ne sont pas enclins à être gouvernés par l'islamisme. Une majorité de sunnites est gagnée par les idéologies du nationalisme arabe séculier et préfère garder la religion dans la sphère privée. L'hégémonie des frères musulmans est basée sur l'expérience d'une constante et viscérale discrimination entre musulmans et non-musulmans et surtout entre frères musulmans et non-frères musulmans. C'est comme une secte. Vous voyez? Alors, quelle démocratie peuvent-ils apporter?
Leur démocratie, ou prétendue démocratie, est basée sur la politisation de l'islam, en vertu de laquelle ils veulent imposer les lois religieuses islamiques sur l'ensemble de la société civile, musulmane et non musulmane. Dans la pratique, c'est un régime aussi dictatorial que tout régime dictatorial, avec en plus une ingérence dans la sphère privée. Vous voyez, le régime dictatorial séculier ne va pas voir si vous faites vos prières, si vous jeûnez, si vous ne jeûnez pas, si vous portez des habits d'après la loi, vous comprenez? Alors, en plus d'être dictatorial, c'est un régime qui va s'occuper de vos affaires privées. Et l'énigme, vous voyez, qui ne me donne pas de quoi dormir, c'est l'appui inconditionnel assuré par des régimes démocratiques tels que les États-Unis et la France au projet démagogique des frères musulmans et autres salafistes d'imposer par la force une gestion islamique des affaires publiques dans une Syrie plurielle. C'est une grande énigme. Si quelqu'un peut m'aider à la résoudre, je lui serai très reconnaissant. La première chose que la France a faite lorsque ces événements commençaient en France, c'est de retirer, c'est de fermer ces centres culturels. Vous voyez, c'était symptomatique. Qu'elle ferme l'ambassade peut-être, mais le centre culturel. Vous voyez. Alors, est-ce que la répression est-elle la cause de l'islamisme? Parce qu'on nous a rabâché sous toutes les coutures, n'est-ce pas, que la répression du régime, et donc c'est la répression qui est en train de justifier tout ce qui se passe en Syrie. Oui. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que les événements ne changent pas la personne, ils manifestent ce qu'elle est. Donc, les événements ne changent pas une réalité, ils manifestent ce qu'elle portait, ce qu'elle avait. Répression ou pas répression, la nature de l'islamisme militant a très vite montré son visage en Syrie et il était tout de suite discriminatoire et exclusif. Il n'y a pas eu, vous voyez, une sorte de progression, une sorte de développement. Ça a commencé très gentil, très ouvert et très démocratique, et puis parce qu'il y a eu la répression, c'est devenu sanguinaire. C'était dès le début discriminatoire et exclusif. Et je vous parle, pas parce que j'ai un intérêt quelconque, je suis sur le terrain, Sœur Carmel, avec moi, nous vivons depuis 20 ans en Syrie, et nous sommes témoins de ce dont nous parlons. Les slogans des manifestants pacifiques étaient tout de suite les chrétiens à Beyrouth et les alaouites au Tabout, c'est-à-dire au tombeau. Vous voyez. Et ces slogans ne sont pas restés lettres mortes. Le régime était considéré comme alaouite, alors qu'il ne l'était pas. Toute personne employée dans le secteur public a été considérée pro-alaouite et fut la cible d'agressions armées allant de l'enlèvement à la torture puis à la liquidation. Mais il se fait que 75% des employés du secteur public sont sunnites. Et donc, ils ont été horriblement massacrés, eux ou les leurs. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de manifestations pacifiques pour la Syrie? Les manifestations pacifiques étaient un moyen de dopage de l'opinion publique internationale. Des temps d'antenne illimités leur étaient consacrés en temps réel par les chaînes arabes et les chaînes occidentales. Sur place, ces manifestations étaient, sauf quelques rares fois, des rassemblements artificiels, rémunérés, et se déroulaient comme dans un studio fermé avec caméra et matériel de son. Les titres hebdomadaires étaient préparés par des chambres de commandement à l'extérieur de la Syrie. Je ne vais pas vous dire où. Les médias montraient une chose, à longueur de jour, mais la réalité sur le terrain était autre.
Alors que des manifestations soi-disant pacifiques étaient artificiellement composées et retransmises en monde vision comme une réalité certaine, des éléments armés non identifiés semaient la terreur parmi la population et les forces de l'ordre, et de ces sévices, pas un seul mot, jusqu'en 2014. Mais une mise en scène répétitive de répression publique infligée aux manifestants était la soupe quotidienne qui était servie à l'opinion publique. Donc, pour le conflit syrien, plus que pour tout autre conflit dans l'histoire des conflits, les médias ont abusé et surabusé de l'opinion publique internationale. Je ne dis pas que les gens croient aux mensonges, mais les mensonges les rendent incapables de croire à la vérité. Vous voyez? Ça, c'est très important. L'information qui nous importe n'est-elle pas celle qui met en relief la vraie réalité d'un pays ou d'une situation pour que puissent être sauvés des millions de vies lorsque le public presse les politiciens de changer leurs manœuvres? Malheureusement, lorsque le public est désinformé, il avale la situation et ne gêne plus les politiques. Vous voyez? Alors, je vais vous donner un petit exemple de désinformation que j'ai vécu personnellement. Le 5 décembre, le 4 décembre, la nuit, à 3 heures, je me suis rendue à Homs, habillée différemment pour ne pas être reconnue. Et je voulais aller voir ce qui se passait, en dehors de tout artifice. Donc, je ne me suis pas fait annoncer, personne ne savait que j'étais là. Et je voulais simplement voir, pour me faire une idée. Donc c'était le 5 décembre 2011, et voilà le parcours, le calvaire que nous avons vécu. J'avais avec moi un journaliste français, il avait une caméra cachée, et je lui ai dit, tu filmes, quel que soit l'événement, tu filmes, tu filmes, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et regardez. Donc de 9h à 15h10. Et regardez, la réalité que nous avons expérimentée, c'est une violence subversive contre les innocents, perpétrée en toute impunité et soigneusement occultée par les médias. Et ça, c'était un jour dans une partie infime de la série. La réalité, c'est que cette expérience pouvait se multiplier par 100 et par 1000 et par 10 000. Vous voyez? Alors ça, c'est notre parcours dans Homs, depuis l'école des 5 heures à Bustan el Diwan, et ça remonte jusqu'à arriver à l'hôpital national. Nous sommes chez les sœurs, et la sœur nous dit, à Homs, c'est la guerre chaque jour. Regardez en haut, c'est l'horaire. C'est un film, vous voyez, j'ai simplement transcrit pour vous. Nous sommes dans la cour, elle est presque vide, dans les écoles, vide ou presque, parce que les parents ont déjà peur d'envoyer leurs enfants. Et puis ici, la dame nous dit que les terroristes infiltrent beaucoup de zones, ils plantent des bombes et tuent les gens sans discrimination. On rentre chez les instituteurs et celle-là nous dit notre vie est ruinée, on nous bombarde. J'ai entendu notre inspecteur, sa femme a été enlevée ce matin. Une autre nous dit, la belle-sœur vit à Ozone, et là-bas, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'armée syrienne, mais il y a des hommes armés qui arrivent, ils tirent sauvagement sur n'importe qui, ils tirent sur les chrétiens, sur les musulmans, ils nous ont tiré dessus. Et hier, ils sont entrés, et puis, on nous a raconté que 9 personnes baignent dans leur sang. Si l'armée était là, cela n'aurait pas eu lieu. La vallée de Pèlerin n'est plus appelée vallée du Pèlerin, elle est appelée vallée des cadavres, parce que tous les jours, il y a là-bas des assassinats. Ma sœur vit entre telle et telle rue, des hommes armés entrent la nuit dans les immeubles, ils cassent la porte, utilisent le lieu pour agresser l'armée.
Et depuis lors, ma sœur et sa famille ont abandonné leur logis. Déjà la façade a reçu au moins 10 éclats d'obus. Alors je me mets en route avec la dame qui a dit qu'elle avait reçu des bombardements. Elle me dit, venez, je vais vous montrer. C'est une sunnite et elle est avec la révolution. Et donc nous nous engageons dans une ruelle. Et voilà, des détritus. Les rues sont vides alors que c'est un jour ouvrable. Des queues devant la boulangerie. Et nous arrivons à la fin de cette ruelle qui s'appelle la vallée du Pèlerin, au Wadi Saïr. Et à notre gauche, il y a une flaque. Et c'est une flaque de sang qui n'a pas encore séché. La veille, 9 alaouites avaient été décapités, ici même. Voilà. Et c'est sur cette pierre qu'ils ont été décapités. Nous continuons. Et ce grand collège est fermé. Après, j'ai fait une recherche. Et voilà que le rapport de la compagnie d'électricité déclare, entre autres crimes, que durant le mois de novembre, les bandes armées avaient déjà inhibé le fonctionnement normal des écoles. Et on cite le cas de ce collège. Vous voyez? Ça, c'est le grand truc. Alors, on arrive au coin, à la fin de cette rue, et puis les habitants viennent vers nous. Ce sont des sunnites. Ils prônent la révolution. Alors, donc, je continue. Alors, il nous dit, voilà, cette maison a été visée. Effectivement, elle est visée. Voilà, vous voyez qu'elle a été visée. Alors, les gens viennent vers moi. L'un d'entre eux me reconnaît. Il avait travaillé pour notre monastère. Et subitement, ce sont les services de l'ordre qui nous ont repérés avec une caméra. Ils viennent nous arrêter. Donc, la caméra continue à fonctionner. Mais, vous voyez, elle est cachée. Et puis, on nous prend vers le poste de police. Dans le poste de police, je pose la question, pourquoi vous avez visé cette maison civile? Puisque, vous voyez, c'est la répression, et donc, pourquoi vous avez visé cette maison civile? Alors, il a dit que le chef de la station dit, la veille, le chauffeur des minibus est venu nous dire que des civils avaient été agressés. Nous sommes venus pour les protéger, mais nous sommes arrivés trop tard. Déjà 32 corps étaient affreusement traités dans les morgues de l'hôpital, la plupart décapités. Donc il n'y avait pas simplement les 9 dont j'avais dire, mais il y avait déjà 32 corps. Alors il a dit, à 15h, nous avons appelé de l'aide pour venir en aide aux civils agressés. Nous sommes approchés, mais des bandes armées nous ont agressés. Elles venaient de Wadi Saïr, de Khalidi. Ils nous ont lancé des RPG et des mortiers, vous voyez, ce qui est arrivé vers nous. Comme ils n'étaient pas habitués à tirer avec leurs armes lourdes, ils ont endommagé les maisons de civils au-dessus de nous et dans les alentours. Alors, nous, à ce moment-là, nous sommes retournés vers les habitants, parce que je voulais leur dire ce que les policiers nous avaient dit. Je rentre, et puis le type me dit, venez voir mon magasin, regardez comment cela a été endommagé par les rafles de l'armée. Je rentre chez lui, il m'amène des obus, donc effectivement il y a eu des échanges de tirs. Je rentre dans son magasin, il me dit seulement vous, je rentre avec lui, je lui dis dites-nous qu'est-ce qui est arrivé. Il me dit vous voulez la vérité? Je lui dis bien sûr, seulement la vérité. Il dit alors des alaouites sont venus dans nos ruelles chanter, les sunnites doivent être égorgés, nous n'avons rien fait, nous sommes restés tranquilles, mais le gouverneur était très mauvais, nous avons manifesté, mais les forces de sécurité nous massacrent et disent que nous sommes des salafistes. Alors, il a dit, ils nous tuent, et puis ils accusent les manifestants, et c'est ce que j'ai vu. Alors je lui ai dit, mais qui a tué ces alaouites? Il y avait hier 9 alaouites qui ont été décapités. Qui les a tués? Il dit, nous ne savons pas. Peut-être ce sont les forces de sécurité, peut-être les rebelles. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible que les forces de sécurité tuent les alaouites, c'est-à-dire ils tuent leurs propres confrères? Il dit, nous ne savons pas, nous savons qu'il y a des gens qui viennent de dehors. Alors, nous repartons. Remarquez comment la station de police est assiégée.
elle doit se défendre. Et nous parlons avec eux, ils nous disent que la veille, ils ont su que des centaines de rebelles ou bien de terroristes étaient entrés à travers la frontière du Liban. Voilà. Et nous continuons pour aller vers l'hôpital national pour voir les cadavres. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu tous ces sévices? En marchant dans ce boulevard, voilà, nous voyons une voiture qui a explosé. Et puis on nous dit, il y a un cadavre. Regardez le cadavre. Et remarquez comment, autour du cadavre, il y a des gens qui sont en train de filmer. Oui. Vous les verrez, regardez, celui-là est en train de filmer, celui-là est en train de filmer, et nous entendons, c'est pris dans le film, il s'adresse à la Jazeera en disant voilà ce que font les hordes de Bachar al-Assad qui tuent les civils. Voilà, il filme. Regardez combien ils sont en train de filmer, vous avez les... Voilà, il filme. Et nous avons su que ce crime-là, c'est parce que la victime avait ouvert son magasin, alors que les rebelles avaient dit qu'il fallait faire une grève. Et il avait dit, j'ai une famille à alimenter, il avait ouvert. On lui avait mis une voiture piégée et on l'avait coupée en morceaux. Vous le verrez. Voilà, regardez. Et nous continuons vers l'hôpital militaire, l'hôpital national. Nous arrivons, il y a tellement de cadavres que ça sort jusqu'à dehors. Il a été assassiné ce matin. Voilà. Et le corps de ce type, vous voyez la pauvre victime, arrive, regardez comment il est. Et donc, je prie, je pleure devant cette... Et il y a une jeune fille qui est là, qui arrive. Elle a dit, moi aussi, mes compagnons ont été tués. Ils étaient dans un taxi, ils furent arrêtés, exécutés. Si je sors, je vais être tué. Pourquoi est-ce que cela se passe dans mon pays? Pourquoi il y a des étrangers qui viennent nous tuer? Nous sommes en 2011, personne n'a encore dit le moindre mot sur aucun sévice auquel aurait été soumise la population civile, voyez. Et donc les parents viennent prendre les leurs, le directeur de l'hôpital nous prend à la morgue, il dit nous avons 3 morgues, ça ne suffit pas, nous avons même cherché un générateur pour donner plus de froid. Nous descendons à la morgue, nous voyons que les cadavres sont par terre, il n'y a plus suffisamment de place dans les brancards. Et les parents des victimes, ils sont, vous voyez, déconfits, ils souffrent. Et la dame, elle dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des terroristes, ils viennent nous tuer. Mon beau-frère, c'est l'oncle de mes enfants, c'est un chauffeur de taxi, il a été tué comme ça pour rien. Que pensez-vous qui a fait cela, sinon les bandes armées des rebelles? Ce n'était pas la fin, mais le début du calvaire. Donc j'ai fait peut-être trop vite, mais je voulais vous montrer cette expérience unique qui dérange, ça dérange, parce que je n'aurais pas dû voir cela et je ne devrais pas parler de cela. Et on m'a fait des procès d'intention comme quoi j'en parle parce que je suis avec le régime. Je n'en parle pas parce que je suis avec le régime, j'en parle parce que personne n'en parle, vous voyez. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, qui ont été tuées, qui ont été assassinées, qui ont été torturées, qui ont été enlevées et qui continuent à être portées disparues sans qu'on sache pourquoi, c'est simplement pour jeter la pagaille. Et donc en 2012, c'est-à-dire à peine 2 mois après cette visite, les quartiers chrétiens ont été envahis sans aucun combat et 80 000 chrétiens ont pris la porte de l'exil, ont pris le chemin de l'exil. Ouais. Alors les routes du transit et de l'exil, nous les avons vues l'autre fois, mais je voudrais vous les rappeler que l'exil, c'est pour les chrétiens et pour les musulmans, et surtout pour les musulmans. C'est-à-dire des 12 millions qui sont en déplacement interne en Syrie, vous avez 10 millions et demi de musulmans. Et voilà, nous les avons vus, les Assyriens. Et chaque période voit une communauté qui est déracinée.
vous avez entendu parler des Assyriens qui ont été, l'autre jour à Hasakeh, ce sont les Syriens qui ont été déracinés. Et puis la destruction systématique de la Syrie, les usines d'électricité, les hôpitaux, tout ce que vous voulez. Donc c'est une destruction apocalyptique, systématique, parfois sans aucun combat. On vient, on met une très grosse charge d'explosifs et puis on fait tout sauter. Vous voyez, bien sûr les sanctuaires. Regardez Alep classé patrimoine de l'humanité. Regardez comment elle est devenue. Regardez l'hôpital Al-Kindi, le plus grand hôpital du Moyen-Orient. Peut-être qu'on lui a mis une charge de 10 000 tonnes. Et puis voilà, il a été réduit à néant. La mosquée des Omeyyades, patrimoine mondial, regardez comment elle était. Regardez comment elle est devenue. À un moment, il y avait le minaret du XIIe siècle qui était toujours debout. Et puis regardez, il n'y a plus de minaret. C'est le patrimoine le plus fin et le plus élevé, n'est-ce pas, qui est complètement ça, sans compter les bombardements quotidiens au mortier des quartiers résidentiels. Et personne n'en fait état. Personne n'en fait état. Vous voyez, la citadelle d'Alep qui brûle, le krach des chevaliers joyeux militaires décroisés qui était sous le siège et qui a été aussi Palmyre. Vous avez entendu parler de Palmyre. On a commencé à détruire les fameux bas-reliefs de Palmyre. Vous voyez, la basilique Saint-Siméon stylique pour ceux qui ont visité la Syrie, aux mains des harpies de l'État islamique. Regardez comment la basilique elle est derrière elle. Elles ont pris cet endroit-là pour faire leurs exercices. Vous voyez, les dames de l'État islamique, c'est-à-dire celles qui viennent pour le djihad sexuel. L'amphithéâtre de Bosra, aux mains des terroristes. Hein? Alors, c'est un printemps arabe qui est forcé. La Syrie a été détruite comme auparavant la Libye avec le faux prétexte d'un printemps. Et la grande victime, c'est la population civile. Je vous ai montré la liste des localités, puisque quelqu'un s'intéresse, chrétiennes qui ont été atteintes par le terrorisme. Les conséquences du conflit syrien, c'est un exode de beaucoup de peuples. Les Kurdes sont en exode, les musulmans sont en exode, les chrétiens sont en exode, les ismaélites sont en exode, les druzes dernièrement sont en exode. Vous voyez, c'est la plus grande catastrophe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons parfois des situations inimaginables, vous voyez. Même ils coupent, ça fait un peu comme l'afflux des réfugiés dans les territoires de l'Europe. Et puis ce sont les enfants. C'est la plus grande donc, catastrophe. Et c'est une génération d'innocents qui est définitivement perdue. Vous avez entendu parler que l'État islamique est en train d'enrôler. Hier, il a enlevé 200 enfants pour en faire des kamikazes. Vous voyez, pour les utiliser pour des attaques suicides. Regardez le taux des enfants. J'ai pris ça pour vous. Regardez les taux des enfants. Children sont les enfants. En Turquie, 294 000, en Irak, en Jordanie, en Égypte, au Liban, et ça arrive même en Afrique du Nord. Et ces enfants n'ont plus de parents. Et souvent, ils font, comme je vous ai dit, office d'esclaves, et parfois d'esclaves sexuels. Donc, M. Antoine Gutiérrez, il dit que la Syrie est devenue la grande tragédie de ce siècle. Et alors il demande 4 milliards de dollars pour pouvoir subvenir aux besoins de ce peuple. Mais quelle raison pour ces événements? Et nous disons, voilà, c'est le remodelage des frontières. Tout ce va-et-vient, toutes ces opérations de violence larvée, tous ces enlèvements d'innocents, toutes ces invasions, c'est pour un remodelage des frontières.
Et c'est la réalité à laquelle nous devons faire face dans le nouveau Moyen-Orient. Vous voyez, je vous ai montré cette carte. Elle a été faite en 2006 déjà. Donc il y avait des gens qui réfléchissaient. Et maintenant, nous voyons la mise en scène, l'exécution. Mais c'est sur la tête des innocents. Voilà. Les réfugiés, le flux des réfugiés et les camps de réfugiés. C'est important d'avoir des camps. Et puis nous avons l'Irak. Parce que l'Irak, on l'avait oublié, et puis depuis l'année passée, l'Irak est revenu en force. Et l'État islamique, il bouge entre la Syrie et l'Irak. Il se coupe un califat entre la Syrie et l'Irak. En Irak, on a 2,5 millions de personnes. En Syrie, 7,5 millions de personnes. À l'intérieur. À l'extérieur, ils sont plus nombreux. Alors, les populations déplacées dans le monde, la Syrie, c'est au premier rang. Et l'Irak, c'est au 3e rang. Et si vous remarquez, presque tout le reste, à part le Congo, appartiennent à notre environnement, Moyen-Orient, Afrique du Nord. La crise syrienne, n'est-ce pas, fait la une de toutes les organisations internationales. L'explosion de violence en Syrie et en Irak, depuis 2011 jusqu'à 2015, ça vous fait regarder la Syrie. Vous voyez, c'est le grand arc en bleu foncé. Regardez en contrepartie la Libye, le Mexique, le Pakistan, même l'Irak. Regardez comment la Syrie, c'est vraiment un pays tourmenté jusqu'à l'extrême. Alors, l'ancien porte-parole des Nations Unies a affirmé que cette violence pourrait être arrêtée si les armes n'étaient plus envoyées à l'État islamique et aux rebelles modérés. Alors la crise humanitaire, elle aussi, s'allégerait. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Je voulais vous montrer quelque chose qu'on n'avait pas vu. Par exemple, la cathédrale maronite d'Alep a été touchée et elle a été brûlée. Et aussi la cathédrale grecque catholique d'Alep, dernièrement. Et puis ici, nous avons Shigo. Il a été exécuté à Kobani. C'est un Kurde qui avait été baptisé, qui avait rencontré le Christ. On l'a pris, on lui a fait un jugement et on l'a exécuté. C'est un martyr. Ça, c'est dernièrement. Alors, maintenant, pour comprendre qui est en train d'exécuter ce remodelage des frontières, je voulais vous parler de la transformation, la métamorphose de l'armée libre de Syrie. Alors, l'extrémisme islamique, sous la supervision des États-Unis, qui l'utilisèrent contre l'invasion de l'Union soviétique en Afghanistan, est prêché par des clercs, financé par des monarchies et appuyé par les soi-disant pays démocratiques d'Occident. Vous voyez ? Il y a eu une galaxie de bataillons hybrides qui se sont formés comme des champignons en Syrie. M. Fabius a décrit ces groupes comme hétéroclites et désordonnés. L'Économiste, c'est un journal très sérieux en Grande-Bretagne, a brossé un tableau détaillé de ces groupes. Je vous, c'est-à-dire, exonère de lire tout cela, mais vous remarquez qu'ils sont très nombreux. Et chacun a vu le jour aux alentours de 2012. Alors, parmi eux, vous avez des stars, des étoiles. Par exemple, Mahdi Harati, il est membre de Al-Qaïda. Il a été nommé assistant du gouverneur de Tripoli après la purge de Tripoli par l'OTAN. Il a fondé un bataillon de 6000 combattants libyens en Syrie. Vous voyez ? Et aujourd'hui, la chaîne allemande dit que la plupart des combattants en Syrie sont des étrangers. Celui qui les recrute est le cheikh Salem al-Rifai, l'ancien imam de la mosquée Al-Nour à Berlin. Voilà M. Mahdi, il est devenu la vedette, le héros des talk shows dans les chaînes satellitaires.
c'est un membre de Al-Qaïda. Il ne s'est pas reconverti, il est resté Al-Qaïda. Alors, ces combattants étrangers affirment très tôt qu'ils combattent pour un califat islamique et non pour la liberté et la démocratie. Et ici, nous avons une prêche à Koussaïr, dès le 28 septembre 2012. Ça fait froid au dos. Il dit, celui qui boit du vin, nous allons l'égorger dans les égouts. Et je vous fais aussi... Alors aujourd'hui, les groupes armés en Syrie, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2015, sont classifiés comme suit. Le Front islamique de la libération, c'est un front qui est attaché à l'armée libre de Syrie, mais qui s'est islamisé. Le front syrien islamique, il appartient à l'État islamique. Il a fait allégeance à l'État islamique. Le front al-Nusra, c'est Al-Qaïda de Syrie. Jaish al-Islam, il est islamiste, il frappe, c'est-à-dire il est contre l'État islamique, mais lui-même est en train d'instaurer une sorte de gouvernement islamique. Et ensuite, nous avons l'État islamique, c'est une structure établie en 2013, et il a changé son nom. Au lieu d'être l'État islamique de l'Irak et du Cham en 2003, il est devenu l'État islamique en Syrie. Il est devenu ISIS, vous voyez, en anglais, c'est-à-dire. Et voilà la première plaque d'immatriculation de l'État du califat islamique, voilà, à Raqqa. Et au lieu d'avoir, par exemple, on a dit que la rébellion syrienne, elle contrôlait 60% du territoire syrien. Très bien. Donc ça fait 4 ans qu'ils contrôlent pas mal de places. Alors au lieu d'instaurer, puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, instaurer la démocratie contre le régime dictatorial, au lieu de prendre leur temps et d'instaurer des structures démocratiques, par exemple des tribunaux, par exemple des endroits pour l'éducation, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire les structures démocratiques? Toutes les structures de l'État sont ramenées à une seule structure, c'est le juge légal. Et le juge légal, il a droit de vie ou de mort sur n'importe qui, que ce soit pour une effraction de voiture, que ce soit pour un crime contre la charia islamique, ou que ce soit pour un crime de droit commun. Et souvent, ces gens-là sont recrutés parmi les rebelles et ils n'ont aucune formation. Alors, c'est ainsi que la charia est mise à exécution. Voilà, on recommence à couper les mains de ceux qui volent et à implanter le statut des zimmis pour les chrétiens qui doivent payer la taxe capitulaire, je ne sais pas comment on l'appelle, ou bien se convertir à l'islam. Voilà. Et ce sont les leaders tchétchènes qui sont là pour couper les têtes et c'est-à-dire faire régner la terreur. Alors, le mystère de l'État islamique. Parce que vous comprenez que pour remodeler les frontières, c'est avec l'État islamique que ces frontières sont en train d'être remodelées. L'État islamique, ce sont des hommes, mais aussi des femmes, qui viennent aussi d'un peu partout. Il y a des Françaises, parfois ce sont des chrétiens convertis à l'islam. Ils ont des programmes quotidiens pour le djihad sexuel, c'est-à-dire ça fait partie de leur programme quotidien. Et on a recueilli pas mal de grilles de présence et d'activité. Leur propagande, nous venons faire de vous un carnage au nom d'Allah. C'est la femme qui fait ça. Voyez. Et sont des mouvements impressionnants de terroristes qui viennent en Syrie de partout. Ici, ce sont des nombres
qui sont enregistrés par les gouvernements, c'est-à-dire ils connaissent la personne, quand est-ce qu'elle a quitté le pays, quand est-ce qu'elle est parvenue en Syrie, on peut la traquer. Mais ne vous faites pas leurrer par les nombres. En réalité, il y a près de 200 à 250 000 personnes de ce genre-là qui sont arrivées, qui ont afflué en Syrie. Vous voyez? Donc ils viennent de l'Afrique, ils viennent de l'Arabie Saoudite, ils viennent de l'Extrême-Orient et ils viennent des pays occidentaux. La question, comment des milliers de terroristes peuvent-ils transiter à travers les aéroports internationaux, traverser des frontières sans être inquiétés, alors qu'ils sont dûment fichés par après par les services de leur propre pays? Comment éradiquer le terrorisme et protéger les innocents avec ce comportement? Et alors, vous voyez, il y a c'est-à-dire ce montage, l'État islamique qui porte les bannières de ces bailleurs de fonds. Vous pouvez les voir. Et ce n'est caché pour personne. Et ces terroristes sont aidés par ceux qui disent les combattre. Et une question importante, qui finance et arme l'État islamique? Alors nous avons vu que par exemple dans le conflit syrien-libyen, Al-Qaïda a été aidé par notre pays. Il y a des vidéos qui montrent les munitions qu'on a fait descendre de l'air pour aider Al-Qaïda. Voilà. Ça c'est en Irak dernièrement, où 2 avions britanniques ont été tirés par l'armée irakienne parce qu'ils jetaient des munitions à l'armée, à l'État islamique. Et les deux avions ont été descendus. Mais la Grande-Bretagne n'a pas rouspété parce qu'elle était prise en flagrant délit. Alors, l'État islamique vend du pétrole et c'est l'Union européenne qui l'achète. C'est aussi un moyen direct de financer l'État islamique. Vous voyez? Alors ça, c'est très joli parce qu'il vous montre ce slide. Il vous montre d'abord l'étendue de l'État islamique. Hein, ça fait presque, c'est aussi grand que la Syrie, ce qui reste de la Syrie. Et il y a des fronts de l'État islamique contre les Kurdes irakiens, contre les Kurdes syriens, contre les rebelles syriens. Il y a une guerre intestine entre l'État islamique et les rebelles syriens qui ne veulent pas de l'islamisme. Vous voyez? Ils ont aussi un front contre le pouvoir syrien et contre le pouvoir irakien. Vous comprenez qu'en ayant tant de fronts, ils doivent être vraiment aidés pour tenir bon. Et or, non seulement ils tiennent bon, mais ils avancent. Vous voyez? Et le calife, c'est Abu Bakr al-Baghdadi. Et nous allons le voir bientôt. Leurs ressources, ils exportent du pétrole. Ils pillent et trafiquent des antiquités. Ils ont des donations privées. Et puis, ils ont des impôts sur les populations. Alors, qui les finance? Des officiels américains ont parlé clairement au sujet de cette question. Ils savent qui finance l'État islamique. Et la vérité est vraiment scandaleuse. Voici le témoignage de Joe Biden, le vice-président des États-Unis. Le 13 octobre, il fait une conférence à l'université d'Harvard. Il affirme: en Syrie, il n'y a pas de modérés, de mitoyens. Et mon grand cri, c'est que c'est un grand problème. Nous avons un grand problème avec nos alliés. Nos alliés dans la région sont notre plus grand problème. Les Turcs sont nos grands amis. Les Saoudiens, les Émiratiens, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, dit-il? Ils sont tellement déterminés d'en finir avec Assad qu'ils sont en train d'implanter une guerre de procuration entre les sunnites et les chiites, dit-il. Vous voyez, vous avez 42% l'islam en Irak, vous avez 42% de sunnites, vous avez 51% de chiites, et puis voilà, il y a une guerre entre les deux. Parlant de l'importance que des sunnites comme les Turcs, les Saoudiens, les Qatariens, les Émiratis
devrait guider l'invasion des États-Unis, Biden affirme, qu'ont-ils fait? Ils ont versé des centaines de millions de dollars et des dizaines de milliers d'armes sur n'importe qui voudrait combattre Assad. Donc il dit que ce sont les alliés des États-Unis qui ont aidé l'islamisme et qui aident l'État islamique. Tous les combattants qui ont été financés et armés sont d'Al-Nusra, c'est-à-dire d'Al-Qaïda, et des djihadistes venant de partout, dit-il. Parce qu'il n'y a pas de modéré, dit-il. Vous voyez? Alors, Biden évoque la réalité de proxy war, c'est-à-dire c'est une guerre par procuration. Ainsi, il n'y a pas de dommage pour les grandes puissances. Le sale boulot est confié aux éléments incontrôlés de l'État islamique. Voici les fronts de l'État islamique et puis son expansion entre la Syrie et l'Irak. Et vous remarquez qu'en filigrane, tous ces mouvements militaires ont été accompagnés, précédés ou suivis de mouvements migratoires. Vous voyez? Migratoire, ça veut dire des milliers et des millions de personnes qui ont tout perdu, qui ont été harassées, qui ont été poursuivies, qui ont été pourchassées, qui ont été massacrées, qui ont été prises en esclaves et qui sont jusqu'à présent vendues dans les marchés d'esclaves. On a maintenant des marchés d'esclaves. Et puis, vous savez, les États-Unis, n'est-ce pas, se lamentent sur leurs alliés, mais ils sont très fidèles à leurs alliés. Regardez comment le président Obama dit de l'ancien roi d'Arabie Saoudite, il a dit qu'il a fait une contribution permanente pour la recherche de la paix dans la région. Vous voyez la langue de bois. Et puis voilà, il dit que ISIS, c'était Al-Qaïda en Irak, on l'a jetée, elle est venue en Syrie, elle a fait un nid en Syrie, et puis elle est revenue en Irak. C'est bien sûr la version des États-Unis. Et puis il y a le Qatar, il dit il y a certainement une bonne nouvelle, dit Biden. La bonne nouvelle, c'est que le Qatar ne va plus financer les groupes islamistes. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite a accepté que les États-Unis ouvrent des bases en Arabie Saoudite et entraînent l'armée saoudienne et les milices saoudiennes. Intéressant, Joe Biden a accusé le président Erdogan de Turquie d'aider l'État islamique. Erdogan fut outragé, exigea des excuses et Joe Biden obtempéra. Ce qui n'empêche pas que Erdogan a ouvert et ouvre toujours ses frontières pour que déferle en Syrie et en Irak l'État islamique. Voilà. Madame Hillary Clinton, elle aussi a apporté son témoignage. Elle dit, rappelons-nous, elle dit ça devant le Congrès, rappelons-nous que les gens que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, c'est-à-dire l'État islamique, nous les avons créés depuis une vingtaine d'années. Elle continue, savez-vous, voici une bonne idée. Allons recruter des moujahidines, c'est formidable. Prenons-en quelques-uns d'Arabie Saoudite et d'autres places. Importons leurs griffes de l'islam wahhabiste de sorte que nous pouvons vaincre l'Union soviétique en Afghanistan. Ce n'était pas un mauvais investissement que d'en finir avec l'Union soviétique. Soyons cependant conscients que nous récolterons ce que nous avons semé. Ce qu'elle dit, là, Madame Clinton. Alors, commentant les paroles de Clinton, le journaliste iranien Akbar Ganji écrit « En ce temps-là, ce furent les États-Unis qui, de concert avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et le Pakistan, dépêchèrent les djihadistes en Afghanistan. Le royaume wahhabite encouragea ses ressortissants à aller en Afghanistan pour combattre contre l'armée soviétique sous le commandement de la CIA. Un de ces ressortissants était Osama Bin Laden. L'Arabie Saoudite accepta de mettre le montant équivalent dollar pour dollar de chaque fonds levé par la CIA pour cette opération. Les États-Unis purent pourvoir le Pakistan avec 3,2 milliards de dollars. Et donc nous avons ici une très grosse affaire, comment les généraux américains nous disent quel était le plan depuis 2007 de ce qui se passe aujourd'hui, qui a été exécuté aujourd'hui, c'est qu'ils veulent créer un État islamique qui puisse changer les frontières. Le temps ne me permettra pas de suivre ce que disent
les généraux américains, mais ça remonte, même le plan remonte parfois jusqu'à Paul Wolfowitz en 1991. Donc, vous voyez, c'est une affaire qui est très bien documentée et elle a aussi affaire avec les puits de pétrole. Je ne rentre pas dans tout cela, mais je dis que il ne faut pas, comme dit le général Clark, il ne faut jamais oublier quelles sont les racines de l'État islamique qu'il a été créé par les puissances occidentales. Il ne faut jamais oublier cela. Vous voyez. Et puis, moi je termine. Donc, remodeler les frontières. Vous avez plusieurs cartes. Et est-ce que c'est fini? Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Non, parce que l'autre jour, l'État islamique a menacé les chrétiens de Terre Sainte. Il leur a dit, je vous donne un mois, et sinon, je vais commencer à vous égorger. Voyez? Donc, cette histoire n'est pas une histoire de complot, n'est pas conspirationniste. C'est une histoire réelle, c'est une actualité, nous la vivons, nous en sommes témoins. Regardez de vos yeux, tout le gris, c'est l'État islamique. Il a déjà pris Palmyre, il est en train de prendre toutes les régions pétrolifères d'Irak. Ce n'est même plus, on est avec la révolution syrienne, on est contre, on est avec la démocratie, on n'est pas avec la démocratie. C'est une question de vie ou de mort. Voyez. La nouvelle carte, c'est une zone de guerre. Toute la région est en train de brûler. Et de temps en temps, vous en recevez ici des éclaboussements. N'oubliez pas que l'autre jour, dans la région de Lyon, quelqu'un a été égorgé. Voyez. Et on a retrouvé le drapeau de l'État islamique. Voyez. Donc c'est quelque chose qui nous atteint à tous et qui nous fait réfléchir à tous. Et la dernière chose, regardez, ça c'est en 2013, un sénateur américain qui s'appelle McCain, il est venu pour visiter la Syrie. Regardez qui est derrière lui. Regardez qui est derrière lui. Alors, sur CNN, il a dit que sa visite était émouvante. Il était en train dans la visite, de dialoguer avec le futur calife de l'État islamique. Le voilà. Et puis ici, il y a une morphologie. C'est lui. Ça, c'est sa photo telle qu'elle a été publiée par les autorités irakiennes. Ça, c'est sa photo telle qu'elle a été publiée par les autorités américaines. C'est bien lui. Donc, vous tirez les conclusions que vous voulez. Ça devient très dangereux. Ici, nos frères coptes ont été égorgés. Ils sont devenus des saints. Qu'est-ce que je vais vous dire? Préparons-nous aux martyrs. Merci.